Ma recherche que je vais présenter plus en détail dans un instant, et qui est, je le précise, une recherche en cours, m'a en effet amené au CCA avec l'intention d'interroger sa propre histoire. L'histoire de ses débuts, au tournant des années 70 et 80, et cela à travers un prisme particulier, qui n'est pas dénué de présupposés, le prisme de ses premières expositions. Par conséquent, je me retrouve dans la position à la fois paradoxale et privilégiée de prendre comme objet d'étude l'institution même qui m'accueille pour réaliser cette étude, comme si cette recherche constituait un vecteur de questionnement autoréflexif de l'institution sur elle-même. Du point de vue pratique, cette situation particulière impliquait à un moment donné de sortir du cadre du centre d'études proprement dit, effectivement la plupart des chercheurs invités au centre d'études travaillent exclusivement à partir de la collection, que ce soit les dessins, les photos, les livres, etc. Ce qui a été mon cas dans la première partie de mon séjour. Mais pour cette recherche, il était indispensable que j'explore également d'autres types de sources, notamment les archives des différents services du CCA, et puis que je réalise aussi un certain nombre d'entretiens. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est en cours. En tout cas, une heureuse coïncidence a fait que le CCA soit justement en train de rapatrier ses archives institutionnelles qui étaient remisées jusqu'à présent dans un entrepôt externe et que ces archives soient en ce moment en cours de traitement. Donc au troisième étage, on assiste à une sorte de balai de cartons d'archives comme ça, transportés principalement par Alexandra Mills. Et donc dans ces cartons, Robert Desaulniers et Alexandra ont trouvé beaucoup de choses. En outre, avec l'aide de Louise Désy, pour ce qui est des archives de la collection de photographies, et Glenn Brown, pour les archives de Phyllis Lambert, et puis aussi les archives du service photographique, j'ai considérablement abondé mes sources. Enfin, il se trouve que le département des publications ainsi que le département des expositions sont eux-mêmes engagés donc, dans des processus, disons, aussi autoréflexifs. Le premier avec ce livre rétrospectif de toutes les publications du CCA, qui m'a été généreusement offert par Albert, que je remercie. Et le département des expositions est engagé dans un programme de mémoire des expositions dont s'occupent notamment Catherine Légaré et Geneviève Villers, que je remercie aussi. Toutes ces initiatives qui entrent en phase avec mon propre travail montrent que le CCA envisage ses premières 35 années d'existence comme un matériau de recherche, comme un matériau de questionnement, d'introspection, d'auto-analyse, éventuellement d'exposition. D'ailleurs, un peu de la même manière que le Centre Pompidou, qui est une institution à peu près du même âge que le CCA, et qui, en ce moment, est aussi dans ce même type de questionnement sur sa propre histoire, et en tout cas l'histoire de ses propres expositions. Après plus de 3 décennies d'activité, ces institutions arrivent à peu près en même temps à un stade très particulier de leur développement, un stade où le moment et les raisons de leur fondation, finalement, sont à une telle distance temporelle qu'on ne peut plus vraiment les considérer comme faisant partie de notre temps, et que la médiation de l'histoire est un moyen de revisiter ce moment de fondation ou ces raisons premières. Voilà, donc en tout cas une recherche qui m'amène à déranger beaucoup de gens au CCA, et je leur exprime toute ma gratitude pour leur patience et leur générosité. Cela étant dit, mon travail, par sa nature historiographique, se distingue assez clairement des initiatives internes à l'institution. Si on prend par exemple le programme de mémoire des expositions, qui s'appelle In Memory of Past Exhibitions, qui consiste à constituer une base de données sur l'histoire de ces expositions, et puis de rassembler des copies de documents d'archives qui jusqu'à présent sont dispersés dans les archives des différents services. C'est un travail qui part des expositions les plus récentes, et puis qui remonte dans le temps,
à rebours, comme ça. Donc c'est un processus, je dirais, qui est fondamentalement mémoriel. C'est-à-dire qui part du présent et qui remonte dans le passé. La mémoire, la définition de la mémoire, c'est ça, c'est le présent du passé, la présence du passé, presence of the past. Et à l'inverse de ce processus mémoriel, qui éclaire le passé à la lumière du présent, j'aborde quant à moi l'histoire du CCA par l'autre bout, en interrogeant ses commencements, en essayant d'oublier ce que le CCA est devenu par la suite, et en essayant d'être au plus près de ses enjeux et de ses raisons premières. C'est pourquoi j'ai centré mon enquête sur ce qui est considéré officiellement comme la première exposition du CCA, dont on voit ici le catalogue, toujours dans la publication CCA on Paper. Cette exposition s'intitule « Photographie et architecture, 1839-1939 ». Elle a été conçue par Richard Pear, qui est l'initiateur et le premier conservateur de la collection de photographies du CCA. C'est une exposition qui a été présentée pour la première fois au Centre d'art Lampertz Contemporain à Cologne, à l'automne 82, et puis qui a circulé d'abord aux États-Unis en 1983, à Chicago à l'automne, puis à New York, à Chicago au printemps et à New York à l'automne. Elle est revenue en Europe au Centre Pompidou, justement à l'hiver 1984, avant d'achever son chemin à l'automne de cette même année à Ottawa, à la Galerie nationale du Canada, qui d'ailleurs a été rebaptisée cette année-là Musée des Beaux-Arts du Canada. Alors, avant de rentrer plus en détail dans l'analyse de cette exposition, je pense qu'il est important de dire un mot sur les raisons qui, moi, font que je m'intéresse à cette histoire, car la finalité de ma recherche n'est pas seulement de contribuer à l'histoire du CCA, l'histoire qui reste encore largement à écrire. Cette institution, le CCA, et ses premières expositions m'intéressent pas tant en tant qu'objet qu'en tant que terrain d'une problématique plus large. Ce qui anime ma recherche, en fait, c'est la volonté de mieux comprendre un phénomène massif d'ampleur internationale et relativement localisé dans le temps, qui correspond en gros aux années 1975-1985. Le phénomène, je dirais, d'intégration progressive de l'architecture dans ce qu'on pourrait appeler, pour résumer, le champ culturel, pour introduire une nuance marxiste, dans le champ de l'industrie culturelle, comme disait Théodore Adorno. Un champ d'ailleurs qui est lui-même en pleine effervescence à cette période, en pleine structuration. Et le Centre Pompidou d'ailleurs est généralement considéré comme exemplaire de cette industrie culturelle qui se met en place au tournant des années 80. Stigmatisé d'ailleurs dès son ouverture par un sociologue comme Baudrillard dès 1977. Donc, dans ce contexte d'explosion muséographique, l'architecture connaît une valorisation sans précédent sur cette scène culturelle. Un exemple parmi d'autres, c'est la place nouvelle qu'on lui accorde dans un certain nombre de manifestations saisonnières qui, jusqu'à présent, étaient exclusivement consacrées à l'art contemporain. Là, je vous montre quelques exemples. La Biennale de Venise en 1975, avec la première exposition d'architecture organisée par Grégotti. L'exposition Roma Interrota, qui est organisée dans le cadre des rencontres internationales d'art de Rome. Et puis la Biennale de Paris, où à partir de 1971, Jean Nouvel, l'architecte, fait partie du comité d'organisation, et puis en 1980, organise la première Biennale d'architecture de Paris, qui s'intitule « À la recherche de l'urbanité ». La Biennale de Venise et l'exposition Roma Interrota ont été étudiées récemment par Léa Catherine Zaka, que je salue, dans ces brillants travaux. Même un musée comme le MoMA à New York, l'architecture est présente depuis le début des années 30, comme on sait, à cette période, l'architecture y trouve un nouveau statut muséologique, on pourrait dire, notamment sous le mandat d'Arthur Drexler,
qui est conservateur de l'architecture et du design à partir de la fin des années 50 et jusqu'aux années 80. Là, c'est l'historienne Felicity Scott qui a étudié ce cas. Et dans cette période des années 70-80, on voit aussi la fondation ou la refondation d'un certain nombre d'institutions importantes qui sont, quant à elles, spécifiquement consacrées à l'architecture, un peu partout en Europe et en Amérique. Un des symptômes de ce phénomène de fondation, de nouvelles institutions, c'est la création de cette International Confederation of Architectural Museums en été 1979. Donc une confédération qui rassemble assez vite la plupart de ces institutions nouvelles, anciennes ou renouvelées à ce moment-là. Donc ici, c'est la première rencontre de l'ICAM en août 1979, au moment où cette confédération est fondée. Et on reconnaît parmi les participants à cette réunion, notamment John Harris, qui est le conservateur de la collection de dessins d'architecture du RIBA à Londres, qui a un rôle éminent dans cette nouvelle institution et qui va présider dès sa création. On reconnaît ici Phyllis Lambert, qui représente le Centre canadien d'architecture, même si le CCA n'est pas encore officiellement fondé, il ne sera que quelques jours plus tard, en fait, au début du mois de septembre. On reconnaît aussi ici Heinrich Klotz, le fondateur du Dutch Architectural Museum de Francfort. Alors, ce moment de confédération, c'est-à-dire d'une certaine manière d'unification de ce champ muséal renouvelé de l'architecture, ce moment de confédération cache en réalité une très grande disparité entre la trentaine d'institutions publiques et privées qui participent à l'ICAM. On trouve des musées monographiques comme le musée Horta à Bruxelles ou le musée Aalto en Finlande, des musées nationaux d'architecture comme le musée d'Oslo, des centres d'archives comme les archives architecturales canadiennes de l'université de Calgary. On trouve des corporations professionnelles comme le RIBA à Londres, des services gouvernementaux du patrimoine, des sections architecture de grands musées comme le musée d'Orsay, des bibliothèques, beaucoup, qui possèdent des fonds de dessin d'architecture comme la bibliothèque du Art Institute de Chicago. Chacune de ces institutions, finalement, se rattache à sa manière à la notion assez plastique de musée d'architecture. Et finalement, articule de manière assez inégale les missions de collection, d'exposition et de médiation de l'architecture. On pourrait, finalement, pour saisir la complexité de ce champ, le resituer dans une sorte de repère à trois dimensions, dont la première dimension, ça serait l'histoire des musées d'architecture, qui finalement part de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, une histoire qui a été esquissée dans les années 80 par Werner Zambien, l'historien Werner Zambien. La seconde dimension, donc première dimension, l'histoire des musées, seconde dimension, l'histoire des collections d'architecture. Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Les collections d'architecture qui remontent plutôt à la Renaissance, sachant qu'il peut y avoir collection sans qu'il y ait musée. Donc c'est deux histoires qui se recoupent que partiellement. Et puis la troisième dimension, c'est l'histoire de l'exposition de l'architecture, qui elle déborde largement les deux précédentes, à la fois du point de vue chronologique et du point de vue thématique. Donc il peut y avoir exposition sans qu'il y ait forcément collection, ni forcément musée. Et l'acte d'exposer l'architecture inclut des pratiques extrêmement diverses qui vont de l'accrochage traditionnel dans un musée, dans une galerie, jusqu'à un rendu de concours dans un cadre professionnel, en passant par la construction en vraie grandeur de pavillons d'exposition universelle, ou bien tout simplement une certaine manière de dessiner l'architecture, ou même une certaine manière de publier l'architecture, et j'en passe. Cette définition élargie de la notion d'exposition, qui finalement a été établie depuis très longtemps par les historiens de l'art pour leur propre champ, a été esquissée dans le champ de l'architecture par Hélène Lipstadt, notamment à la fin des années 80, dans le catalogue
qui s'appelait l'Architecture et son image, de cette exposition qui inaugurait finalement le bâtiment du CCA. Une des hypothèses que je formulerai à ce stade, c'est que l'explosion de cette pratique de l'exposition dans la période qui m'occupe, et qui concerne d'ailleurs tous les champs, pas seulement le champ de l'architecture, c'est un phénomène qui non seulement affecte et transforme l'ensemble de ces institutions architecturales nouvelles ou anciennes, et les oblige à repenser tant la notion de musée d'architecture que la pratique de la collection, selon un nouvel agenda, mais qui transforme également le champ de l'architecture elle-même, à la fois comme champ théorique et comme profession. Donc c'est à la lumière de cette hypothèse que j'aborde le cas du CCA, qui se présente lui-même comme la combinaison assez sophistiquée des trois dimensions que j'évoquais à l'instant. Le CCA, dès son origine, est en effet à la fois le conservatoire d'une riche collection à la fois de photos, de dessins, d'estampes, de livres, etc., un centre d'études et d'élaboration d'un savoir historique et théorique sur l'architecture, et un lieu de production d'exposition. Donc ici, c'est les locaux du CCA, rue Sainte-Catherine, où le CCA a emménagé au début des années 80. Et ici, c'est une des premières expositions qui est montée dans le hall d'entrée de ces locaux, qui était au deuxième étage d'un bâtiment de bureaux. Voilà, donc après avoir présenté cette recherche dans sa grande généralité, il est temps maintenant de reprendre cette histoire par en bas. On a vu que toutes ces institutions finalement étaient très disparates et que le meilleur moyen de s'approcher au plus près de leur complexité propre, c'est de revenir aux détails de leur fonctionnement. Et de ce point de vue-là, l'organisation d'une exposition qui mobilise des énergies très différentes tant au-dedans qu'au dehors de ces institutions constitue un cadre d'observation assez intéressant. Donc revenons à cette exposition Photographie et architecture, 1839-1939, et interrogeons en quelque sorte cette première fois. Est-ce que c'est vraiment la première exposition du CCA? Pourquoi cette première exposition du CCA est une exposition de photographie et pas de dessin d'architecture? Pourquoi elle n'a jamais été montrée à Montréal? Elle a d'abord été montrée en Europe, puis aux États-Unis, avant d'être finalement montrée au Canada, mais plutôt à Ottawa. Qu'est-ce que le CCA au tournant des années 80? Et voilà. Un certain nombre de questions qui aboutissent finalement à une question principale qui est qu'est-ce que c'était que cette exposition? Alors, c'est une exposition qui présentait une sélection de 148 œuvres issues de la collection de photographies anciennes que Phyllis Lambert a initiée en automne 1974 avec son ami Richard Pear. On les voit ici lors de l'inauguration de l'exposition à Ottawa. Richard Pear est un photographe d'origine anglaise. Ils se sont rencontrés à Chicago au tout début des années 70, sans doute en 1971, alors que Richard Pear était encore étudiant au Art Institute de Chicago. Elle réalise avec lui une première enquête photographique à Montréal sur les édifices en pierre grise de Montréal. Richard Pear s'en servira d'ailleurs comme projet de fin d'études au Art Institute. Et c'est avec lui qu'elle débute la future collection de photographies du CCA en 1974. Et dans le catalogue de photographie et architecture, j'aurais dû l'apporter d'ailleurs le catalogue photographie et architecture, les premiers mots de Richard Pear évoquent ses commencements. Voilà ce qu'il dit. La collection de photographies du Centre canadien d'architecture a commencé à l'occasion d'une visite dans une boutique de livres anciens à New York par un après-midi de septembre 1974. Donc exactement 5 ans avant la fondation officielle du CCA. Et le premier achat, c'est cette photographie de Robert Macpherson, une photographie des années 1850, qui représente le musée du Capitole à Rome, qui d'ailleurs n'a pas été finalement sélectionné pour l'exposition. Alors, l'histoire de la collection du CCA
qui est beaucoup plus longue d'ailleurs que l'histoire du CCA lui-même, et qui reste encore largement à écrire aussi. Ce que je vais en dire s'appuie principalement sur mes conversations avec Phyllis Lambert, sur l'analyse des différentes publications du CCA, et puis sur l'analyse de son catalogue en ligne. C'est assez pratique parce que toutes les pièces de la collection dans leur cote intègrent la date à laquelle elles sont entrées dans la collection, donc ça permet de comprendre un peu l'historicité de cette collection et la manière dont elle s'est constituée progressivement. Et puis, j'ai trouvé des choses aussi dans le livre de Phyllis Lambert, Building Seagram. Car un des foyers d'origine de cette collection semble devoir être situé à New York, au 375 Park Avenue, là où a été construit le Seagram Building. Et Phyllis Lambert raconte qu'elle a commencé à collectionner des dessins d'architecture pendant le chantier du Seagram, animée par la curiosité pour l'architecture qu'a suscité sa rencontre et son travail avec Mies van der Rohe. Donc elle achète ses premiers dessins dans la deuxième moitié des années 1950, mais surtout à partir du début des années 60, au moment où elle étudie l'architecture au Illinois Institute of Technology. Son principal intermédiaire, c'est Regina Schulman-Zlatkin, qui est une amie de la famille Bronfman, qui est une critique et historienne de l'art, et qui travaille comme expert sur le marché du dessin d'art. Et c'est elle qui lui fournit voilà, un peu ce genre de dessin qu'elle achète au tout début des années 60. Des dessins de Piranèse, de Bibbiena, des dessins de la Renaissance italienne, de l'époque baroque ou du néoclassicisme français. À partir de 1973, cette collection, qui compte alors environ 300 pièces, mais qui va assez vite atteindre ou même dépasser les 2000 dessins, est conservée dans la maison que Phyllis Lambert achète dans le Vieux-Montréal, et qu'elle aménage justement avec des meubles spécifiques pour accueillir cette précieuse collection. Et elle commence aussi également à exposer des éléments de sa collection, notamment en hiver 1979, donc quelques mois avant la fondation du CCA. Cette exposition qui a eu lieu au Agnès Etherington Art Center à Kingston, à l'initiative d'un historien de l'art qui s'appelle Pierre Dupré, qui était un proche de Phyllis Lambert, qui faisait partie d'ailleurs du comité consultatif qu'elle avait réuni pour réfléchir au futur CCA. Donc voilà une exposition de ces dessins baroques, une vingtaine de dessins. Voilà. Alors en ce qui concerne la collection de photographies, le rôle de Richard Perle semble avoir été prépondérant. Donc à partir de 1974, il travaille pour l'entreprise Seagram à New York. Donc il a été embauché à l'initiative de Phyllis Lambert, qui s'occupe entre autres de la collection d'art du Seagram et du curatorial office de la firme. En novembre 1974, elle lance le projet Courthouse, qui est une vaste enquête photographique financée par Seagram dans le cadre des célébrations du bicentenaire des États-Unis, prévues pour 1976. Et elle confie la charge de ce projet à Richard. Il s'agissait de commander à 24 photographes des relevés photographiques de 1100 courthouses, donc des cours de justice des comtés à travers les États-Unis. Partant de l'hypothèse que ces county courthouses furent des institutions essentielles dans la mise en place de la démocratie américaine. Cette grande enquête photographique a produit 11 000 négatifs, 2500 tirages, et a été exposée de manière quasiment ininterrompue dans la galerie d'exposition du Seagram Building, au 4e étage du bâtiment, à l'étage de la réception. Voilà ici les dates des expositions. Donc c'est quasiment, il y a 2 jours entre chaque exposition. Donc en permanence, la production de ces photographes était exposée. En marge de ce projet Courthouse, Richard Perle et Phyllis Lambert commencent à acquérir des photographies anciennes auprès des quelques marchands de l'époque. Principalement Harry Lunn, qui a ouvert une galerie
Washington, mais aussi Lucien Goldschmidt à New York, Gérard Lévy à Paris, la galerie Tex Brown aussi à Paris, la galerie Kicken à Cologne. Donc quelques marchands qui existent dans le monde et qui vendent des photos. Très vite, Richard Perle se rapproche aussi des principaux spécialistes internationaux du sujet. Il s'agit principalement de John Zarkowski, le conservateur des photos au MoMA, de Maria Maurice Hamburg, qui est une de ses collaboratrices au MoMA et qui deviendra ensuite la fondatrice de la collection de photos du Metropolitan. Il faut citer aussi André et Marie-Thérèse Jans, qui sont des grands collectionneurs parisiens, Françoise Elbrun, conservatrice de la photo au musée d'Orsay, les conservateurs aussi des collections photographiques du Eastman Kodak House à Rochester, qui sont aussi des interlocuteurs de Richard Perle pendant cette phase de collection. Tous ces personnages, une espèce de constellation de tout un réseau de personnages, sont à la fois les premiers acteurs de ce marché naissant, marchands, collectionneurs, les premiers érudits de l'histoire de la photographie, et aussi les premiers curateurs d'expositions de photographie ancienne. Donc c'est des gens qui se connaissent très bien, ils sont une dizaine, une douzaine dans le monde. C'est ce réseau qui sera sollicité en 1982 en personne, par correspondance, lors de la préparation du catalogue de photographie et architecture, et notamment pour le considérable travail de mise à jour des notices biographiques des photographes exposés et des notices analytiques pour chaque photographie exposée dans le catalogue. Donc il y a un travail considérable de recherche qui est mené par Catherine Evans et Marjorie Munzenberg, qui sont deux personnes qui sont les collaboratrices de Richard Perle à New York pour la collection de photos. Et qui ont fait une sorte d'état des savoirs de tout ce qu'on pouvait connaître sur ces différents photographes et ces différentes photos à ce moment-là. Donc on voit que collectionner, c'est pas seulement rassembler des objets, c'est aussi accumuler des connaissances sur ces objets, et c'est aussi rencontrer toutes les autres personnes pour qui ces objets font sens, ou qui détiennent des connaissances sur ces objets. Donc collectionner, c'est tisser en permanence des réseaux. Et ce réseau des premiers collectionneurs, curateurs, historiens de la photographie ancienne sera également déterminant dans la circulation de l'exposition photographie et architecture entre 82 et 84. Richard Perle raconte notamment que l'idée même de l'exposition a été suscitée par sa rencontre à New York avec un certain Manfred Eiting, par l'entremise du galeriste allemand Rudolf Kicken, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un des principaux galeristes de photographie en Allemagne. Manfred Eiting est lui-même un grand collectionneur de photos. Il travaille pour l'entreprise Polaroid et s'occupe annuellement d'une exposition de photographie au centre d'art privé Lamberts Contemporain, dans le cadre du festival qui s'appelle Photokina, qui est une manifestation annuelle sur la photographie à Cologne. Donc il rencontre Richard Perle à New York, et en voyant la richesse de la collection de photos du CCA, Eiting propose à Richard Perle de prendre en charge l'édition 1982 de cette exposition annuelle. Donc moins d'un an plus tard en fait. Et malgré les délais très courts, Richard Perle accepte immédiatement la proposition, sans même en référer à Philippe Lambert apparemment, d'après ce qu'il raconte. Et le titre de travail de l'exposition, au départ, c'est The Sense of Place, Architectural Photography, 1839-1939. Donc c'est intéressant de remarquer que l'existence même de cette exposition clé du CCA résulte moins d'un projet délibéré de l'institution elle-même que d'une opportunité conjoncturelle offerte par ce réseau de connaisseurs de la photographie ancienne, réseau d'ailleurs relativement distinct du monde de l'architecture. De même, ce réseau jouera un rôle important lorsque les pourparlers pour monter l'exposition au Centre Pompidou vont s'enliser à l'hiver 1983. Alors, au départ, le CCA avait été sollicité par l'architecte Jean Dethiers, qui était commissaire d'exposition au Centre de création industrielle, le CCI, un des 4 départements du Centre Pompidou, celui qui s'occupe de l'architecture et du design.
Jean de Thiers, en hiver 1982, projetait une grande exposition pluridisciplinaire intitulée « Les représentations de l'architecture, photographie, dessin, peinture, 1840-1980 », qui va devenir « Images imaginaires d'architecture ». Informé du projet d'exposition du CCA, photographie et architecture, Jean de Thiers propose au CCA d'intégrer cette exposition dans sa propre exposition, pour en constituer le volet photographique, qui aurait été complété par des photographies plus contemporaines traitées par le Musée national d'art moderne, un autre département du Centre Pompidou, le MNAM. Pour des raisons qui restent encore à élucider, mais qui tiennent certainement au succès de l'exposition Photographie et architecture à Cologne et au succès de son catalogue à l'échelle internationale, et puis aussi à la volonté, suite à ce succès, à la volonté du CCA la volonté que leur exposition et leur catalogue restent identifiables au Centre Pompidou, ne soient pas absorbés dans un ensemble plus vaste, font que, effectivement, les discussions achoppent entre Jean de Thiers et Phyllis Lambert. Donc à peu près en décembre 82. Donc là suit plusieurs semaines de crise, pendant lesquelles deux réseaux vont faire levier. D'une part, la voie politique et diplomatique canadienne, sollicitée par Phyllis Lambert, et deuxièmement, ces réseaux de connaisseurs de la photographie ancienne autour de Richard Perr. En particulier, André Jams, le collectionneur que j'ai cité tout à l'heure, qui mobilise tous les conservateurs de collections de photos à Paris pour faire pression auprès de Dominique Bozo, qui est alors le directeur du Musée national d'art moderne. Et finalement, Photographie et architecture, rebaptisé Un siècle de photographie d'architecture, va être monté sous l'égide du département photographique du Musée national d'art moderne, de manière complètement indépendante de Images et imaginaires d'architecture, à deux étages différents du Centre Pompidou, et même à des dates qui sont elles-mêmes décalées. Donc c'est une sorte de signe de cette dissension entre ces deux institutions, qui finalement sont deux institutions concurrentes sur le même marché de l'exposition d'architecture au fond. Alors je referme cette parenthèse sur la sociographie des réseaux autour de l'exposition, même s'il y aurait encore beaucoup à développer, et je reviens à la collection de photos du CCA. Donc, en moins de 10 ans, Richard Perr devient un acteur notable de ce réseau et de ce marché de la photographie ancienne. Dans la deuxième moitié des années 70, ce marché est encore émergent, l'offre est largement supérieure à la demande, et on trouve des véritables trésors pour quelques centaines de dollars. L'abondance de l'offre sur ce marché, la passion commune de Richard Perr et de Phyllis Lambert pour la photo, et l'ampleur des ressources financières engagées expliquent la rapidité avec laquelle la collection s'est développée, principalement à la fin des années 70. Donc ça, c'est un tableau que j'ai élaboré à partir du catalogue en ligne, en repérant les cotes des différents documents. Donc, ici, l'évolution de la collection de photographie et l'évolution parallèle de la collection de dessins et estampes chronologiquement. Donc on voit que dans les années 1978-1982, c'est par milliers que les photos sont achetées, avec un pic en 1979, avec 4833 photos achetées cette année-là. Donc en quelques années, la collection passe de quelques dizaines de pièces à presque une dizaine de milliers de pièces, pour atteindre quasiment 15 000 photos au moment de l'inauguration de Photographie et architecture. Les 148 photos de l'exposition donc, forment à peine 1% de la collection totale de photographie. J'ai aussi repéré la date d'achat des photos, des 148 photos de l'exposition. Donc leur achat s'échelonne entre 1976 et 1982, mais en réalité, les 3/4 de ces 148 photos ont été achetées entre 1979 et 1981, qui est la période d'acquisition la plus intense de l'histoire du CCA en ce qui concerne les photographies.
Donc voilà, faire une exposition, c'est d'abord choisir dans cette vaste collection, 15 000 photos, collection d'ailleurs qui depuis peu est la collection du CCA, hein, puisque la collection de photos, de dessins, de livres a été officiellement donnée au CCA par Phyllis Lambert en juin 1982. Hein, c'est par donation. Donc, choisir parmi cette vaste collection. Mais pour faire une exposition, évidemment, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a sélectionné les objets, encore faut-il les organiser, leur donner sens. Hein. Comme l'écrivait Jean Davalon, les deux activités par lesquelles, je cite, le monde entre en exposition sont le prélèvement et la mise en scène. Alors maintenant, je voudrais parler un peu de cette mise en scène, de cette mise en récit de l'exposition photographie-architecture. Donc voilà, malheureusement, la seule photo de l'exposition que j'ai pu trouver dans les archives du CCA. Alors, c'est frustrant, mais ça s'explique par le fait que cette exposition a eu lieu dans d'autres institutions. Et donc, sans doute, les photographies de cette exposition sont à trouver dans les archives de ces institutions. Donc, c'est voilà, pour la suite de ma quête. Donc là, c'est la deuxième occurrence de l'exposition au Art Institute de Chicago au printemps 83. Bon, ce qu'on peut voir sur cette photo, c'est que cette exposition consiste en un accrochage assez traditionnel des photographies selon un ordre linéaire. Alors, j'ai trouvé dans les archives plusieurs listes d'étiquettes numérotées correspondant au cartel qui accompagnait les photos dans l'exposition. Ça m'a permis de vérifier que le contenu de l'exposition, non seulement est resté assez stable pendant les 5 occurrences de l'exposition, avec peut-être une légère augmentation pour la dernière occurrence à Ottawa, où là, il y avait presque 200 photos, hein, donc il y a une cinquantaine de photos en plus à Ottawa. Enfin, pour les 4 autres expositions, c'est resté stable. Et il y a une coïncidence parfaite entre les expositions qui sont reproduites dans le catalogue et celles qui étaient montrées dans l'exposition. En outre, les deux textes introductifs du catalogue, donc celui de Phyllis Lambert et celui de Richard Pear, donnent des indications sur la logique narrative, évidemment, qui donne sens à cette suite d'images. Leur agencement linéaire est en réalité assez sophistiqué. Je dirais qu'il était à la fois chronologico-géographique et monographico-thématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le parcours dans l'exposition est d'abord un cheminement dans le temps et dans l'espace, hein, donc chronologique et géographique. Le cheminement dans le... Alors ça c'est le catalogue. Le cheminement dans le temps suit essentiellement l'histoire de la photographie. D'abord en Grande-Bretagne, avec Fox Talbot, Octavia Hill, etc., là, les premiers daguerreotypes de Richard Baird, puis en France, avec les frères Bisson, Le Gray, etc., puis toutes les évolutions ultérieures de cet art dans la deuxième moitié du XIXe siècle, puis dans les années 1900, les années 1920, les années 1930. Donc voilà, une sorte d'évolution historique de l'art et de la technique photographique. Les dernières photos évoquent la convergence entre les architectes et les photographes d'avant-garde en Allemagne autour du Bauhaus. Ce récit historiographique, qui est le récit dominant en fait, de l'exposition, c'est celui que développe Richard Pear dans son introduction au catalogue. Donc c'est un texte très érudit qui retrace l'évolution croisée des techniques et de l'esthétique photographique de manière très systématique. Mais le cheminement dans l'exposition est aussi un cheminement géographique. On commence par l'Europe, d'abord la Grande-Bretagne, puis la France, puis l'Allemagne, ensuite l'Italie, l'Espagne. Alors, il m'en manque un. Oui, il manque l'Espagne. Là, c'est après l'Espagne, la Grèce antique. Donc c'est à la fois un voyage dans l'espace, mais aussi un voyage dans l'histoire de l'Europe, en quelque sorte, puisque après la Grèce, on passe au Moyen-Orient, Jérusalem, le Liban, la Syrie, Constantinople, l'Égypte, etc. À partir de là,
le cheminement s'accélère, on passe brutalement du Mexique à l'Inde, puis à l'Asie du Sud-Est, avant de se fixer aux États-Unis. D'abord celle des pionniers, puis celle des villes, celle de l'industrie. Cette question de l'industrie ensuite nous ramène en Europe et à la question de la grande ville, hein, à la fois la grande ville européenne et puis la grande ville américaine. C'est un peu le cheminement dans l'espace. On voit qu'un des sous-textes de ce récit géographique, c'est la dialectique entre l'Europe et l'Amérique, entre l'Europe comme héritage et l'Amérique comme horizon. C'est cette dialectique, ce jeu de miroir transatlantique qui d'ailleurs fera par la suite l'objet d'une grande exposition du CCA, qui s'appelle Scènes de la vie future, l'exposition de Jean-Louis Cohen en 1995. Une assez belle illustration de cette dialectique transatlantique entre Europe et États-Unis, c'est cette photo qui figure en frontispice du catalogue et qui avait un statut vraiment particulier aussi dans l'exposition. C'est une des photos les plus anciennes et les plus précieuses de la collection. Elle est signée par Samuel Bemis, qui est un dentiste de Boston et qui est aussi un des premiers photographes américains. Cette photo fait partie des tout premiers clichés que Bemis a pris avec son daguerréotype qu'il venait d'acheter au début des années 1840. Cette photo montre en particulier ici ce bâtiment qui est la King's Chapel de Boston, dont il est dit dans le catalogue qu'elle fut la première église construite en pierre aux États-Unis. Donc cette photo est exposée comme un document doublement inaugural, à la fois dans l'histoire de la photographie américaine et dans l'histoire de l'architecture. Mais donc elle illustre au fond cette dialectique entre Europe et Amérique. Donc une innovation technique européenne, le daguerréotype, qui est saisie par ce Samuel Bemis, parfaite figure du pionnier américain, hein, qui va se saisir de cette technique et la tourner vers l'avenir. Et donc cette photo symbolise à elle seule, toute cette exposition qui est organisée par une institution nord-américaine, mais qui est montrée pour la première fois en Europe, qui expose une collection nord-américaine, mais qui contient beaucoup de documents européens. Donc ces deux mondes s'entretissent dans cette exposition. Alors, récit chronologique, récit géographique, mais aussi en parallèle de ce double récit, chronologico-géographique, d'autres niveaux de lecture, d'autres logiques, logique monographique et logique thématique. D'une part, l'exposition intègre des petits ensembles, des regroupements de 3 ou 4 photos d'un seul auteur. C'est le cas par exemple ici de Alfred Stieglitz, de ces photos new-yorkaises. Ça permet de documenter le regard particulier d'un photographe, son esthétique, son rapport à la technique. Et donc sur 94 photographes exposés, 17 sont représentés par un groupe de 3 ou 4 œuvres. C'est souvent d'ailleurs des photographes largement représentés dans la collection. Par exemple, les frères Bisson ou même Édouard Baldus, dont le CCA possède près de 200 photos à cette époque. Donc des petits groupes monographiques comme ça qui ponctuent, qui jalonnent l'exposition. Et puis inversement, l'exposition fait aussi des regroupements thématiques, c'est-à-dire regroupe des photos d'époques différentes, de photographes différents, mais qui traitent d'un même lieu ou d'un même thème. C'est le cas par exemple ici de cette série de photos de villes allemandes centrées sur leurs clochers. Un autre exemple de ces regroupements thématiques, c'est le rapprochement de plusieurs images qui montrent l'acropole d'Athènes dans l'exposition. Et en particulier ces 2 clichés qui sont commentés par Phyllis Lambert dans le catalogue. Donc il s'agit d'une photo de George Bridges qui date des années 1850 et une photo de Walter Edge en 1928. Donc 2 photographes différents, 2 périodes différentes, mais le même site. Voilà ce que dit Phyllis Lambert sur la confrontation de ces 2 images.
Dans la photographie de Bridges, écrit-elle, un gentleman est allongé devant le portique du temple, comme s'il se trouvait dans un lieu privé, voire devant sa propre villa néoclassique. Plus tard, aux yeux de Edge, l'acropole n'a plus ce caractère d'intimité, mais elle apparaît plutôt comme le site historique que l'on approche avec respect. Ainsi, par-delà leur rôle de document, et comme toute œuvre d'art, les photographies sont matière à interprétation. Et Phyllis Lambert poursuit ainsi. Pour être en mesure d'étudier les photographies en tant que documents historiques et d'établir leur influence sur la conception architecturale, il faut rassembler un corpus de documents. On doit regrouper des images isolées, des ensembles d'images, et les mettre en parallèle avec d'autres documents historiques, tels que les dessins, les estampes, les textes. C'est pour faciliter ce genre de rapprochement que les collections du CCA ont été constituées. Alors, cette citation de Phyllis Lambert dessine un point de vue qui me semble sensiblement différent de celui de Richard Pear, qui quant à lui était exclusivement historiographique et érudit, spécialisé sur l'histoire de la photo. On perçoit dans les propos de Phyllis Lambert un idéal plus culturaliste, plus ouvert, dont le CCA se voit investi. Dans le même texte, dans cette introduction au catalogue, elle commence ainsi. Le CCA a été fondé pour étudier les œuvres architecturales dans la perspective de leur lien avec l'histoire et la société, de sorte que cette connaissance du passé puisse guider nos contemporains et les générations futures. Et Phyllis Lambert a toujours affirmé cette volonté de faire de l'architecture une question d'intérêt public, de la remettre au centre des débats publics contemporains, de lutter contre l'amnésie culturelle en matière d'architecture, quelque chose qui est une préoccupation récurrente. Et cette même préoccupation me semble avoir motivé également son engagement et son activisme en faveur de la protection du patrimoine à Montréal dans les mêmes années au fond, dans les années 70-80. C'est un pan de l'histoire de Phyllis Lambert qui aussi reste à écrire. Je citerai seulement au passage sa participation à la création de l'association Sauvons Montréal en 1973, donc une fédération de plusieurs associations de défense du patrimoine, et puis surtout la fondation de Héritage Montréal en 1975, qui est en fait une fondation privée qui a pesé dans beaucoup de combats patrimoniaux dans les années 75-85, notamment en rassemblant des financements importants. Une des fameuses victoires de Héritage Montréal fut d'avoir contribué à stopper en 1979 la démolition du quartier Milton Park, près du Mont-Royal, et d'avoir rendu possible, par toute une campagne de fundraising, avoir rendu possible un projet alternatif et coopératif de rénovation des maisons existantes, donc entre 79 et 85. Mais cet activisme a aussi pris d'autres formes, plus proches des futures activités culturelles du CCA. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de l'enquête photographique sur les bâtiments en pierre grise de Montréal, débutée en 71 avec Richard Pear, et qui a pris une autre forme en 73 d'une sorte de groupe de recherche qui s'appelle le groupe de recherche des bâtiments en pierre grise de Montréal, le GRBPGM, qui a publié des inventaires du patrimoine bâti de différents quartiers de Montréal, sur la base d'un travail d'archives et d'une investigation sur le terrain, donc un travail assez intense. Une autre forme de cet activisme fut une série d'expositions, comme Montréal de plus près, dont j'ai montré l'affiche tout à l'heure, mais surtout l'exposition Notre Port, conçue par Phyllis Lambert et Héritage Montréal, qui a été conçue comme, je cite, une biographie visuelle du port de Montréal, les plaisirs et périls du fleuve Saint-Laurent et l'évolution de ses liens avec les activités sociales et économiques de la ville. C'est ce qui était écrit sur l'affiche. Je montre ici une photo de la collection du CCA qui était exposée avec plein d'autres documents dans l'exposition Notre Port. Le catalogue de cette exposition commence ainsi. L'avenir de notre port, donc le port de Montréal, fait aujourd'hui l'objet d'un débat public. La connaissance et la compréhension de l'histoire du port, de sa richesse
et de sa diversité devrait sous-tendre cette discussion. Héritage Montréal a organisé notre port dans cet esprit, pour que l'image du passé puisse servir à orienter l'avenir. Donc là, on retrouve le même credo, à la fois mémoriel et socio-culturel, en quelque sorte, que dans l'exposition Photographie et architecture. Hein, vous disiez, la connaissance du passé pourrait guider nos contemporains et les générations futures. Alors, le fait que nous nous trouvons aujourd'hui dans la maison Shaughnessy, qui a été sauvée de la démolition, notamment par Phyllis Lambert en 1974, parce qu'elle l'a rachetée, tout simplement, nous invite à nous interroger sur les liens entre le CCA et les autres activités de sa fondatrice, et notamment son militantisme civique et patrimonial. Et je souhaiterais donc conclure sur cette question. Parce qu'en août 1979, au congrès de l'ICAM, les liens entre ces différents registres de ces activités sont assez explicites dans la présentation que Phyllis Lambert fait du CCA. Elle parle de l'éveil de la conscience patrimoniale de l'architecture dans les années 70. Elle parle de son travail avec le groupe de recherche sur les bâtiments en pierre grise de Montréal. Donc ce sont les activités qu'elle présente comme étant les activités du CCA. Donc en 1979, on a l'impression que dans sa manière de présenter le CCA, les choses sont extrêmement liées. Cependant, l'exposition Photographie et architecture me semble refléter une autre vision du CCA, pas forcément incompatible d'ailleurs avec la précédente, mais qui s'en distingue clairement et qui va d'ailleurs largement prévaloir dans la programmation ultérieure du CCA. Le propos de Richard Pear situe résolument l'exposition sur un registre très spécialisé et très sélectif. Non plus la médiation locale d'une culture architecturale dans un but socio-culturel, mais plutôt une réflexion très pointue du point de vue scientifique, du point de vue curatorial, sur une collection rare et qui a une valeur internationale. D'ailleurs, en annexe de l'exposition, plusieurs colloques ont été organisés, principalement à New York et à Ottawa, dont la programmation reflète ses ambitions intellectuelles, universitaires. À celui de New York, au Cooper Hewitt Museum, le 1er octobre 1983, c'était un colloque payant d'ailleurs, on pouvait assister à un dialogue entre Berenice Abbott et Hank O'Neill, qui est l'auteur d'un livre sur son travail. On pouvait assister à une conférence de Wolfgang Freytag, qui était bibliothécaire de la bibliothèque de Fine Arts de Harvard, sur les usages précoces de la photographie dans l'histoire de l'architecture, ou encore une conférence de Yves Blau sur les relations entre photographie et dessin d'architecture. Le colloque d'Ottawa, qui durait 2 jours, était encore plus orienté vers l'histoire de la photographie, avec des spécialistes comme l'historien Peter Bacon-Hals, ou bien John Zarkowski, dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi que Peter Galassi, qui tous les deux travaillaient à la collection de photos du MoMA. On avait aussi Jean-François Chevrier, qui était alors le rédacteur en chef de la revue Photographie, ou encore même John Breen Jackson, le grand historien du paysage américain, qui faisait une conférence de clôture. Alors, de ce point de vue-là, je formulerai volontiers l'hypothèse que, et ce n'est qu'une hypothèse, photographie et architecture reflètent plus une rupture qu'une continuité avec les activités militantes et civiques de Phyllis Lambert à Montréal. Ces activités ont existé avant le CCA et vont se continuer ensuite en parallèle de celles du CCA. Donc appuyer cet activisme ne semble pas avoir constitué par conséquent la raison d'être de cette institution, même si à un moment donné ça a été l'idée provisoire de Phyllis Lambert. Et il est intéressant, à la lumière de cette hypothèse, de revenir un peu aux réflexions qui ont présidé à la fondation du CCA à partir de l'été 1978, notamment dans le cadre de ce comité consultatif que Phyllis Lambert rassemble autour d'elle pour réfléchir à cette nouvelle institution, et en particulier de relire le rapport que Phyllis Lambert a commandé à son ami Daniel Robbins, un historien de l'art et curateur important, et qui était membre aussi de ce comité consultatif. Ce rapport
rendu en janvier 1979 s'intitulait « On the Founding of an Architectural Study Center ». C'est le titre du rapport. Donc on ne parle pas encore de Centre canadien d'architecture, mais donc d'un centre d'études sur l'architecture qui combinerait, selon Robbins, 4 missions entrelacées: la collection, les expositions, les archives et la recherche. Enfin, les 4 fondements de l'institution. Dans ce rapport, Daniel Robbins insiste sur la valeur exceptionnelle de la collection. Il rappelle d'ailleurs qu'un certain nombre d'autres institutions américaines verraient bien racheter cette collection dès 1979, notamment Avery, la bibliothèque de Columbia, le musée Cooper Hewitt, qui se sont montrés acquéreurs dans l'éventualité où cette exposition serait vendue. Donc, l'élément principal de cette institution, c'est la valeur de sa collection. Mais Daniel Robbins juge aussi essentiel de faire vivre finalement cette collection par la recherche universitaire et par l'organisation d'expositions qui finalement valorise et mène un travail d'interprétation sur cette collection. Et il préconise par conséquent une institution orientée plutôt vers un public assez restreint, plutôt de spécialistes, de curateurs ou de chercheurs universitaires. Alors dans ce rapport, c'est intéressant parce que Daniel Robbins se pose la question de ce lien avec ses autres activités patrimoniales, disons, de Phyllis Lambert, Héritage Montréal, ce groupe de recherche sur les bâtiments en pierre grise. Mais il écarte assez rapidement cette hypothèse en craignant que cela ne fasse pencher trop l'institution vers son versant patrimonial, conservateur, en quelque sorte, muséal. Et pour lui, il est nécessaire, et c'est pour lui l'originalité du CCA, de concevoir une institution vivante. Voilà ce qu'il écrit dans ce rapport. Je cite: « Au lieu d'extraire du temps les éléments de sa collection », c'est une belle expression, extraire du temps les éléments de sa collection, le centre d'études sur l'architecture devrait agir comme une sorte d'arbitre intellectuel et social qui interrogerait le présent pour penser le passé. Donc c'est intéressant de voir le renversement de perspective temporelle par rapport aux propos de Phyllis Lambert. Il ne s'agit plus de penser le présent en interrogeant le passé, mais l'inverse, de penser le passé en interrogeant le présent. Alors, comment se positionne l'exposition Photographie et architecture par rapport à ces réflexions? Certes, il s'agit d'une exposition de photographie, c'est-à-dire une forme de représentation de l'architecture censée être plus accessible au grand public ou à un public non initié que les dessins géométraux des architectes. Mais son propos historiographique très exigeant l'oriente plutôt vers un public plus spécialisé, comme je l'ai dit, qui est d'ailleurs moins un public d'architectes et d'historiens de l'architecture qu'un public d'historiens de l'art et de la photographie, et un public plus international que local. Cependant, à travers les propos de Phyllis Lambert, l'exposition ne ferme pas non plus la porte à une éventuelle incidence indirecte sur les débats du présent. Donc, je dirais que cette exposition articule ces deux versants et trouve un subtil équilibre entre ces deux aspects. Et donc, cette exposition me semble assez conforme, au fond, à la vision du CCA que Daniel Robbins projetait dès 1979. On pourrait dire d'une certaine manière que cette exposition est un moment de cristallisation. C'est comme si elle précipitait, au sens chimique du terme, la dynamique de fondation du CCA. Même si la raison d'être de cette exposition dépasse largement... même si la raison d'être de cette exposition est au départ assez conjoncturelle, comme on l'a vu, ce n'est pas un projet du CCA de monter cette exposition, le CCA va néanmoins saisir pleinement cette opportunité et l'accompagner d'une prodigieuse opération de promotion de l'institution elle-même. Pour appuyer cette opération de promotion, le CCA s'adjoint même les services de PIR, une des plus grosses agences privées de relations publiques au Canada. Cette opération de promotion de l'institution passe aussi par l'effort considérable
l'élaboration du catalogue lui-même. Le soin extrême quant à sa conception graphique, confiée à l'artiste Eleanor Caponigro, quant à la qualité de sa fabrication, la fabrication du livre, quant à la qualité des reproductions des photographies elles-mêmes. Richard Pert raconte la lutte avec l'imprimeur au moment de la photogravure pour que l'impression des photographies soit parfaite à ses yeux. Le catalogue est vraiment pensé comme une exposition ambulante, une sorte d'exposition de l'exposition, publiée d'ailleurs à 10 000 exemplaires, ce qui est considérable quand même, rien que pour l'édition française. Ce catalogue va d'ailleurs faire l'objet d'innombrables envois, non seulement à la presse, des envois gratuits, donc à la presse, mais aussi aux principaux universitaires concernés, aux autres institutions homologues, aux autres musées qui collectionnent de la photographie, mais aussi à des décideurs politiques, à différents acteurs de la vie publique. Donc ce catalogue sert en quelque sorte de carte de visite au CCA. Il va faire l'objet, alors j'ai un peu accumulé tous les aspects de cette exposition, de l'exposition, beaucoup d'encarts publicitaires qui sont achetés dans la presse, dans des dizaines et des dizaines de journaux, de magazines, de revues, plus ou moins spécialisées. Et puis des soirées qui sont organisées pour la sortie du catalogue dans des librairies à Montréal, à Ottawa, à New York, un peu partout. Bon, l'exposition elle-même, à chacune de ces occurrences, va faire l'objet de dîners, de réceptions d'inauguration, de réceptions de clôture, de manière assez intense. D'ailleurs, un des points d'orgue de ces festivités, ça a été sans doute la grande soirée de gala organisée au Cooper Hewitt Museum à New York le 30 septembre 1983, qui a rassemblé apparemment plus de 500 personnes à l'invitation conjointe du CCA et du consul du Canada à New York. Au fond, à l'occasion et à travers photographie et architecture, c'est une institution émergente qui s'expose à l'échelle internationale, qui auto-expose une certaine idée qu'elle a d'elle-même, idée d'ailleurs qui va se préciser pendant cette période de 2 ans, entre 82 et 84. Alors que son personnel ne compte qu'à peine 10 personnes, autour d'une dizaine de personnes, alors que sa collection est encore dispersée entre 3 villes, New York, Toronto, Montréal, et à Montréal entre 2 sites, la rue Sainte-Catherine et la rue Sherbrooke, le CCA apparaît virtuellement à ce moment-là dans une unité institutionnelle cohérente, même si elle est en partie virtuelle. En cela, même si on ne peut pas vraiment la considérer comme une borne inaugurale absolue, cette exposition constitue indéniablement une étape majeure dans le long processus d'institutionnalisation du CCA qui va de sa fondation administrative à l'automne 1979 jusqu'à son installation dans ses locaux définitifs au printemps 1989. Un processus d'ailleurs qui débute en réalité bien avant, hein, si on prend en compte l'histoire de la collection elle-même, et qui se poursuit bien après, et qui est d'ailleurs un processus qui n'est pas fini. Voilà, donc voilà un peu où j'en suis de mes réflexions. Je vais m'arrêter là, tout comme cette exposition, cette présentation, il faut la voir vraiment comme une étape provisoire dans une recherche en cours, et j'attends vos questions et vos réactions pour mettre à l'épreuve mes hypothèses de travail. Voilà, je vous remercie de votre attention. Tu nous as parlé à un moment donné de cette exposition itinérante qui était plutôt le résultat d'une série d'opportunités. Je me demande si maintenant que tu nous as parlé de ton hypothèse, on pourrait voir aussi cette exposition itinérante plutôt comme une exposition stratégique ou un itinéraire stratégique pour que le CCA se montre dans toutes ces institutions et profite à chaque fois pour déjà, avant sa fondation, se profiler, s'articuler. Est-ce que c'est quelque chose auquel je pense que la stratégie de faire du CCA une institution importante à l'échelle internationale
sur le plan de l'architecture, ça existe dès 1979, dès sa fondation. Donc la stratégie, elle existe. Il faudrait plutôt parler de tactique en quelque sorte, hein. C'est-à-dire comment tirer profit et au mieux des différentes opportunités, hein, qui s'offrent à cette institution naissante, qui n'est pas encore connue de tous les, qui n'a pas encore acquis ses lettres de noblesse, qui a cette collection qui est exceptionnelle et qui fait l'objet de convoitises de toutes les institutions qui la connaissent, mais qui n'a pas cette qui n'a pas encore une espèce de reconnaissance internationale comme peut l'avoir un musée comme le MoMA ou même le Centre Pompidou qui jouit dès son ouverture d'un grand prestige, hein, de par sans doute l'architecture de son bâtiment et comment dire, le côté un peu novateur de la programmation même de l'institution. Hein, donc voilà, c'est un peu la réponse que je ferai. La stratégie, elle existe dans le potentiel du CCA. Les fondateurs du CCA en sont conscients dès 1979 et ensuite vont tirer parti de ces opportunités, parfois conjoncturelles, mais qui sont liées aussi, qui sont beaucoup liées à des questions de réseau. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces premières années du CCA, il y a quelque chose qui occupe beaucoup les gens du CCA, les quelques collaborateurs autour de Phyllis Lambert, c'est de professionnaliser en quelque sorte leur pratique, notamment en termes de conservation des documents, en termes de catalogage. Et donc, Phyllis Lambert embauche assez vite une personne qui va être chargée de ça et avec laquelle, elle s'appelle Portia Legat, donc elle va rester plusieurs années au début du CCA, et avec cette personne, Phyllis Lambert fait des voyages pour aller visiter d'autres institutions similaires, principalement en Amérique du Nord, et vraiment s'intéresser de manière très très pratique aux bonnes pratiques en termes de conservation de catalogage. Et donc ces voyages sont aussi l'occasion de rencontrer des gens et déjà de mettre en réseau le CCA avec d'autres institutions homologues, ce qui va être aussi déterminant dans la circulation nord-américaine de l'exposition. Mais cette sociographie des réseaux, elle reste encore à développer parce que il y a encore beaucoup de correspondances à éplucher pour voir un peu les liens. Mais ça me semble être très, très, très important et très déterminant dans la... Merci Pierre. C'est vraiment fascinant qu'en 5 minutes tu peux nous présenter déjà un peu ce qui est l'archéologie du CCA, c'est un peu le thème de la saison aussi. L'archéologie du CCA. On parle plutôt d'une histoire de succès. Est-ce que pendant ta recherche, tu as découvert ou tu as trouvé un peu quels étaient les principaux obstacles ou rivalités vis-à-vis vraiment l'assumption totale du CCA en tant qu'institution? Il me semble que je l'ai un peu évoqué avec le Centre Pompidou, parce que là, ça a failli choper, là. Ça a failli échouer. C'est-à-dire que disons assez clairement, à ce moment-là, le Centre Pompidou était beaucoup plus prestigieux que le CCA. La chance de Phyllis Lambert et du CCA, c'était que leur interlocuteur, qui était Jean de Thiers, lui avait assez peu de pouvoir à l'intérieur du Centre Pompidou. Il s'occupait d'architecture, qui a toujours été un domaine relativement marginalisé par rapport à la question de l'art au Centre Pompidou. Il travaillait au Centre de création industrielle, qui a toujours été un peu le David par rapport au Goliath, qui était le Musée national d'art moderne. Et il n'était pas le directeur du CCI, il était juste un des curateurs de l'architecture. Donc, finalement, en changeant de niveau d'interlocuteur, elle va assez vite finalement arriver à ses fins et monter l'exposition. Mais dans les échanges de courriers avec Jean de Thiers, on voit bien que
Jean de Thiers cherche à dévaloriser l'exposition du CCA, notamment en évoquant une exposition qui a été montée à l'École des Beaux-Arts en 1982, je pense, qui s'appelait La photographie et son modèle, et qui montrait en grande partie des photographies de Le Gray, des frères Bisson, de Balbus, etc. Et donc Jean de Thiers a dit, mais bon, on a déjà vu ces photos il y a quelques semaines à l'École des Beaux-Arts, pourquoi voilà. Donc on sent des tensions comme ça assez claires, quoi. Et aussi dans des mémos internes au CCA, le rapport de force est encore plus explicite que dans les courriers officiels. Voilà. Mais j'imagine qu'en creusant un peu plus dans les autres expositions, c'est vrai que quand on s'intéresse à l'histoire des expositions, c'est tout aussi intéressant de pister et d'analyser les expositions qui ont eu lieu que celles qui n'ont jamais eu lieu. Et notamment, il y a plusieurs occurrences de photographie et architecture qui n'ont pas été réalisées. Elles devaient être montées au musée de Berlin, le bâtiment construit par Mies van der Rohe. Ça n'a pas été. Alors ça aussi, j'ai pas trouvé les sources pour savoir pourquoi l'exposition n'a pas circulé à Berlin. Elle devait être montée à la Royal Academy de Londres aussi. Donc pourquoi cette exposition? Alors là, j'ai plus d'hypothèses, hein, parce que les pourparlers compliqués avec le Centre Pompidou ont retardé le montage de l'exposition qui aurait pu être monté beaucoup plus tôt au Centre Pompidou. Et donc il y a un problème d'incompatibilité de date entre Paris et Londres, entre le Centre Pompidou et la Royal Academy. Mais c'est tout aussi instructif effectivement d'analyser les échecs de l'exposition que ses succès, effectivement, parce que ça permet de, les différents acteurs se dévoilent beaucoup plus dans les moments de conflit, hein, que dans les moments d'unanimité. Une question plus générale sur ta recherche. Tu as parlé du projet ici de mémoire des expositions, de celui du Centre Pompidou, et du fait qu'on a une distance de à peu près 35 ans qui fait qu'on peut commencer à... Est-ce que tu voudrais élaborer sur les autres raisons qui font qu'on a ce regard sur les expos? Qu'est-ce que, par rapport justement à l'entrée de l'architecture dans le champ de l'industrie culturelle, qui était un mouvement, qu'est-ce que ce mouvement qui a lieu maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne sais pas si j'ai beaucoup de questions à apporter à... Bon, je pense que les raisons pour lesquelles ces institutions s'interrogent sur leur propre histoire sont en partie similaires et en partie différentes. En partie similaires parce qu'effectivement, il y a une certaine... Il y a des cycles temporels qui font qu'effectivement... je ne sais pas si on peut parler de génération, mais en tout cas, ces 35 ans d'existence, la manière dont ces activités ont généré des archives, et qu'est-ce qu'on fait avec ces archives, la manière, enfin, l'intérêt aussi pour ces institutions d'écrire leur propre histoire aussi à leur manière, hein, et qui est aussi une manière de les mettre en valeur, donc tout ça effectivement on peut retrouver dans les deux cas. Alors est-ce que ça a un lien avec cette question de l'incursion de l'architecture dans l'industrie culturelle? Je pense que j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, quoi. C'est-à-dire que on pense toujours que les raisons pour lesquelles l'architecture devient un produit culturel à cette époque-là sont des raisons internes à l'architecture. Ce positionnement de certains architectes de papier à partir des années 75 qui font qu'ils vont essayer de capitaliser sur cette scène culturelle à un moment où ils construisent peu. Bon.
ce moment où aussi l'architecture essaie de se refonder comme discipline théorique, notamment principalement en Amérique du Nord, pour des personnalités comme Eisenman. Donc on essaye souvent d'articuler cette incursion de l'architecture dans la scène culturelle par des raisons internes. Je pense que faire l'histoire de ces institutions, ça doit être aussi l'occasion de regarder les choses à l'inverse et de voir que toutes ces institutions muséales, bien au-delà du simple monde de l'architecture, sont en pleine redéfinition et donc ce champ muséologique est en pleine explosion à ce moment-là, et c'est une raison pour les... Et d'ailleurs, c'est un moment où tout devient matière à exposition. Les objets de la vie quotidienne, tout est matière à exposition, donc l'architecture aussi. Donc finalement, les raisons pour lesquelles cette architecture apparaît dans ce cadre sont aussi des raisons externes. Et c'est ça qui est très intéressant au fond d'aborder l'histoire de l'architecture par ce biais des expositions et de ce champ culturel. Ça oblige à faire une histoire à la fois du dedans et du dehors de la discipline architecturale, de faire une histoire beaucoup plus dynamique de l'architecture. Je crois que c'est Antoine Picon qui, la semaine dernière, pendant le Toolkit, parlait de la nécessité d'articuler histoire internaliste et histoire externaliste de la discipline. Je pense que l'histoire des expositions, enfin l'architecture à travers ces institutions culturelles, c'est une manière de réaliser cette double histoire de l'architecture, du dedans et du dehors. No more questions? Veronique. Now you will articulate it in English. I need to talk in English? Well, it would be not too bad, because I feel that people might maybe feel intimidated not to ask in English. C'est moi qui suis intimidé. No, okay, go ahead. Don't worry. Vas-y en anglais, c'est bon. So you gave us a lot of dates, so it's interesting to see that. Actually, I wanted to put two things in parallel. You say that in the summer of '78, there's a rapport, the report of Daniel Robbins on the foundations of the CCA as an architectural study center, with 4 different levels, such as collection, exhibition, archives, and research. I was wondering if this first exhibition, the one of '83 that you have presented us today, is also the first public act of the CCA, and if so, why the CCA exposed itself to the public with an exhibition and not with something which is more related to the study center, which it wanted to be? Tu veux savoir s'il y a d'autres... S'il y a d'autres événements, ouais, qui sont antérieurs à cette exposition, parce que tu nous as... Oui, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elles sont du coup en lien avec ce rapport qui définit quelque part le CCA tout d'abord comme un centre d'études et pas comme un centre de collection ou un centre d'exposition? Je crois que c'est cette photo-là. Donc c'est oui, d'accord. donc août 82, c'est avant photographie et architecture. Donc ça, on pourrait dire que c'est la première exposition du CCA au fond. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'accrochage des plus beaux dessins de Cormier au moment de l'acquisition de ce premier fonds d'archives de Cormier. Donc mais évidemment, il n'y a pas de catalogue, donc c'est une exposition qui est beaucoup moins accomplie que photographie et architecture. Même si effectivement photographie et architecture n'est pas montée à Montréal. Donc je pense qu'effectivement photographie et architecture de ce point de vue-là, c'est en quelque sorte la première concrétisation de cet idéal de combiner toutes les différentes dimensions du CCA.
ce qui est à la fois la grande richesse du CCA et puis sa grande fragilité d'être à la fois un centre d'archives, une collection, une bibliothèque de recherche, un centre d'études, etc. Et d'ailleurs, tout au long de l'histoire du CCA, l'équilibre entre ces différentes composantes a été régulièrement remis en question. D'ailleurs, aujourd'hui encore, cet équilibre il n'est pas définitif. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir dans une certaine dynamique. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est une sorte d'idéal assez sophistiqué quand même, et qui va prendre plusieurs formes dans le temps. Alors c'est vrai que l'exposition photographie et architecture, pourquoi le CCA capitalise autant sur cette exposition, c'est parce que justement elle préfigure de manière assez complète toutes ces dimensions. Donc collection, valorisation de cette collection, un travail historiographique sur cette collection, d'interprétation, de mise en relation des différents documents les uns avec les autres pour produire du savoir. Donc une exposition qui valorise cette collection. Donc il y a un peu toutes les dimensions. Et ce gros travail de Catherine Evans et Marjorie Musenberg, qui passe aussi par les archives, par toute une documentation assez complète sur ces photographes, sur ces photographies. Yes, please. La décision de ne pas monter l'exposition à Montréal, est-ce que c'est une décision stratégique d'arriver à Ottawa au niveau fédéral du Canada? Est-ce qu'il y a une relation entre le fait et la situation politique, ou c'est juste une chose qui arrive par chance? Là, on peut faire que des hypothèses. À partir des sources que j'ai pu consulter, je peux pas répondre de manière catégorique à cette question. C'est une question que j'ai posée à Phyllis Lambert, mais elle n'a pas répondu très précisément à cette question. Elle a dit que c'était très important que cette exposition n'ait pas lieu à Montréal. Enfin, c'est pas vraiment ça qu'elle a répondu. Disons, elle a dit que c'était très important qu'elle ait lieu à l'échelle internationale, que c'était une des fonctions de cette exposition, finalement, de réaliser ce potentiel international du CCA. Donc ça c'est assez clair. Mais c'est vrai que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et cette espèce sorte de rupture quand même que constitue cette exposition par rapport aux activités antérieures de Phyllis Lambert et du CCA, et aux autres moments où la collection a été exposée antérieurement. Parce qu'il y a toute une histoire que j'ai fait qu'esquisser, mais qu'il faudrait développer, parce qu'il y a eu des expositions aussi au centre Saïdi Bronfman. Il y a eu, il y a toute une histoire à faire de comment cette collection est exposée à Montréal avant que le DIFOR se CCA. Mais donc, il y a un sorte de shift là, autour de cette exposition photographie et architecture, où finalement on s'adresse à un public qui est moins local qu'international, à un public qui est plus spécialisé, plus érudit, et un public... donc on est moins dans la médiation et plus dans une élaboration intellectuelle plus pointue. Et donc il y a donc photographie et architecture incarne cette espèce de déplacement des objectifs de ce type d'exposition. En termes de public à qui on s'adresse, et à quoi ça sert ces expositions.
finalement, on pourrait dire que c'est un peu les mêmes personnes, c'est un peu les mêmes documents, c'est un peu la même collection, mais c'est des intentions expologiques radicalement différentes. Hein, un changement d'échelle et un changement de... je ne dirais pas disciplinaire, mais un changement d'orientation du propos expologique. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a une stratégie dans le fait que l'exposition n'ait jamais été montrée à Montréal. Je ne sais pas. Si j'avais bien compris, ta recherche était aussi... tu voulais aussi voir l'exposition qui a eu lieu au moment où ce bâtiment est ouvert, donc l'architecture et son image. Je voulais savoir quel est le rapport entre une exposition et l'autre, pourquoi l'exposition inaugurale a été celle-là, quelle était la stratégie C'est vrai que devant l'ampleur des sources pour l'exposition photographie et architecture, j'ai un peu laissé de côté le cas de l'architecture et son image, parce que ça, c'était pas humainement faisable en 5 semaines de documenter les deux expositions, mais j'ai quand même regardé un petit peu, effectivement. Il y a pas mal de relations quand même entre les deux, ne serait-ce que certaines photographies de photographie architecture qui sont montrées dans l'architecture et son image. Je pense qu'il y a un peu la même, même manière à travers l'exposition architecture et son image, d'exposer l'institution elle-même et de mettre en évidence la richesse de la collection, et qui n'est plus simplement une exposition de photos comme en 82, mais tous les autres registres de la collection. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au tout début des années 80, il y a un retard de la collection de dessins et estampes en termes de catalogage, de gestion muséographique de cette collection. Et c'est d'ailleurs ce que répond Phyllis Lambert à Jean de Thiers quand il lui demande « Ah oui, mais en plus des photos, est-ce que vous n'auriez pas quelques dessins à nous prêter pour images imaginaires d'architecture ?» Et là, il répond que ces documents ne sont pas encore disponibles pour circuler parce qu'ils ne sont pas encore clairement archivés, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire, mais ça c'est encore une hypothèse, que à l'architecture et son image recentre plus sur la question de l'architecture, hein. L'exposition de 82 est une exposition de photographie quand même. Dans le catalogue, on ne parle quasiment pas d'architecture. C'est un petit peu à propos du Bauhaus, tout ça, mais c'est très marginal. Hein. Alors qu'en 89, là on est vraiment centré sur la discipline. Même si effectivement on expose des représentations de l'architecture qui sont à la marge, des jouets, des gravures, des documents qui sont en dehors du monde des architectes et qui représentent l'architecture du dehors. Mais quand même, on est quand même dans une approche beaucoup plus centrée sur la discipline. Ça semble être une différence notable. Je voudrais bien comprendre la différence entre les réseaux informals et les réseaux formels ou institutionnalisés. Et c'est l'exemple de la conférence internationale des musées d'architecture. Ouais. Parce que je voudrais comprendre si la conférence a été la diffusion du catalogue ou le rôle qui a joué la conférence pour l'institutionnalisation du CCA. Bon, alors là, pour répondre à cette question, il faudrait vraiment explorer toutes les minutes des réunions et des discussions internes. Hein, donc cette confédération se réunit régulièrement et débat, j'ai différentes
questions pratiques, institutionnelles, théoriques, intellectuelles que pose leur type d'institution. Donc ça, c'est... évidemment, on peut faire l'hypothèse assez clairement qu'il y a une sorte de façonnement réciproque de toutes ces institutions qui se confrontent à des problèmes similaires, et même s'il y a des approches de manière différente à partir d'institutions qui n'ont pas exactement le même statut. Mais oui, ça semble assez évident que dans la définition que chaque institution se fait d'elle-même, les discussions qui ont lieu dans ce cadre-là sont déterminantes. Et elles sont déterminantes aussi pour ce processus de professionnalisation, je dirais, de ces différents acteurs. Si on prend Jean de Thiers, Phyllis Lambert, c'est des gens qui sont, même Richard Perle, c'est des gens qui n'ont jamais été vraiment formés à s'occuper d'institutions de ce genre, qui n'ont pas été formés à ce métier-là. D'ailleurs, il n'y avait pas de formation à l'époque, précisément. Il y en a beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, le CCA reçoit des étudiants qui se destinent à devenir des curateurs, etc. Mais donc c'est des institutions qui sont aussi émergentes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent qui cherchent à professionnaliser leur pratique. Donc là, de ce point de vue-là, l'ICAM joue ce rôle-là. Mais ce n'est pas le seul cadre d'ailleurs de discussion. J'ai parlé de ces voyages-là que Phyllis Lambert faisait. Assez vite, elle monte un groupe qui s'appelle l'ADAG, Architectural Drawing Advisory Group, un truc comme ça, et qui rassemble des institutions qui détiennent des collections de dessins d'architecture et qui discutent ensemble de toutes ces questions pratiques et techniques de conservation de ces collections. Donc là aussi, c'est un cadre de discussion pratique très intense. Alors c'est intéressant j'ai regardé un peu précisément les listes d'invités du CCA à la grande soirée de gala du Cooper Hewitt Museum en 83. Et donc c'est un classeur épais comme ça, de noms, de listes de noms, classés par type d'institution. Donc c'est une sorte de cartographie des réseaux du CCA à ce moment-là. Donc c'est intéressant de voir que presque 70% de ces listes, c'est des universitaires. C'est des historiens de l'art, des historiens de l'architecture, c'est des gens qui travaillent dans les universités. Et puis ensuite, il y a des différents réseaux. Il y a le réseau de l'ICAM, donc il y a toutes les institutions de l'ICAM, il y a les réseaux de l'ADAG, là, dont on vient de parler. Et donc je pense que voilà, c'est quelque chose que je vais explorer plus avant, c'est cette géographie des réseaux là, autour du CCA, qui sont souvent très déterminants, quoi. Avant de te laisser, petite question, curiosité, qu'est-ce que tu as trouvé? Les archives, quel genre de sources, qu'est-ce que c'était l'expérience? Parce que je crois que ça très riche, très riche et très diverse. Ça va, alors il y a beaucoup de correspondances évidemment, des mémos internes, des listes de noms comme des invitations aux colloques, aux soirées de gala, etc. J'ai trouvé, j'aurais pu montrer ça, des croquis de scénographie par exemple, répartition d'œuvres dans l'espace, des listes, j'en parlais, des listes d'étiquettes, des cartels qu'on met à côté des œuvres, toute la documentation des gens qui travaillaient sur les expositions. Là, dans les archives de la collection de photographie, Louise Lézy m'a
m'a montré pour chaque photographe et pour quasiment chaque photographe parfois des dossiers avec des notes prises en archive, des notes de lecture, des photocopies annotées, etc. Donc tout un travail d'élaboration intellectuelle sur les documents de la collection. Donc, et puis beaucoup de... Alors j'ai pas évoqué cet aspect qui est important, on a la réception, donc il y a les revues de presse, les dossiers de presse, donc toutes ces sources secondaires qui sont très abondantes aussi et assez complètes, mais effectivement qui sont dispersées, puisque chaque service du CCA constitue ses propres archives. Et donc il y a des petits bouts un peu ici ou là. Alors j'ai la chance, par rapport à cette exposition-là, photographie architecture, c'était avant que le CCA s'installe ici, et que finalement il y a beaucoup de choses dans le fond de Phyllis Lambert. Donc, grâce à Glenn et à son aide précieuse, j'ai pu quand même trouver là à peu près 70% des sources, je les ai à peu près, et qui sont relativement rassemblées. Mais donc dans les archives institutionnelles, il y a beaucoup de choses sur, par exemple, la publication du catalogue. Les publications, vous avez vu, il y a disons 2,5 éditions. Il y a l'édition anglaise en 82, donc, qui a été faite mais dans un temps très très court, moins d'un an, pour produire un livre de cette qualité. C'est assez incroyable. Et puis ensuite, l'édition française qui sort à la fin 83, début 84, coéditée par les éditions Mardaga, avec une autre couverture, une image d'une gare. C'est assez bizarre parce que c'est la photo de Balbus de la gare de Toulon, qui est une très belle photographie, mais dont on a comprend pas pourquoi c'est pas la même image qui a été partout là, du forum de Rome, je crois que c'est les frères Bisson. Oui, je voulais mettre ça. Voilà, ça c'est le catalogue de l'édition française, et bizarrement l'affiche, parce que l'édition française sort en même temps que l'expo à Beaubourg, mais l'affiche, elle a l'autre photo et l'autre titre. Donc on a l'affiche de l'exposition avec un siècle de photographie d'architecture et puis la photo de Bisson, et puis le catalogue avec le titre originel, photographie et architecture, mais avec une autre photo. Alors, est-ce qu'il faut y voir une sorte de clin d'œil à Jean Dethière qui a organisé à la fin des années 70 la grande exposition Le Temps des gares, et qui avait une certaine passion pour les gares? Est-ce que c'est un pied de nez à Jean Dethière? Je ne sais pas. Pierre Mardaga est un éditeur belge, Jean Dethière est un architecte d'origine belge aussi. Est-ce qu'il y a une connexion entre les deux pour changer l'image de couverture? Je ne sais pas. Mais et la version francophone qui va être diffusée au Canada a la photo de Bisson, donc la même que l'édition anglophone. Bon, ça c'est des détails. Alors, et dans les archives, on trouve aussi les épreuves du catalogue anglais, anglophone, annotées par Richard Pear, de correction en rouge, etc. Donc des sources quand même très diverses, c'est assez passionnant parce que tous ces registres-là, tous ces aspects-là de l'exposition qui sont documentés. J'ai l'impression que ça mérite un livre et peut-être un expo. Je pense que le CCA n'a cessé de s'auto-exposer, d'exposer ce qu'il est. Non mais c'est vrai. L'exposition en chantier, par exemple, c'était aussi un moment, je crois que c'était en 99, c'était aussi une occasion pour le CCA de s'exposer. Mais je pense effectivement que de le faire maintenant, on ne peut pas faire l'économie de ce travail historiographique pour
retrouver un peu la chronicité de tous ces événements et de cette lente institutionnalisation du CCA. Tu sais, l'année prochaine, on a un anniversaire important, 25 ans. Ah oui. Ça fait